Bon, Monsieur Lévy, vous avez visité la guerre pour la première fois à 22 ans au Bangladesh. Et aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, après avoir visité de nouvelles guerres, et vous dites ressentir la même chose, la même peur, la même horreur. Si les êtres humains ne peuvent s'habituer à la guerre, il y a d'espoir. Moi, en tout cas, je ne m'habitue pas. Non, mais accostumo. Ça, c'est certain. Et comme je le dis, je crois, dans le film, devant une classe de jeunes enfants, l'émotion est la même, le choc est le même, euh, l'impossibilité de s'en débarrasser est la même, le sentiment de culpabilité est le même, rien vraiment n'a changé. C'est un des rares sentiments qui en moi, enfin cela fait partie des sentiments. Es uno de los sentimientos qui n'ont pas vieilli en moi depuis 50 ans. Hmm. Mais vous avez partagé la ligne de front avec des personnes qui ont vécu dans la guerre toute leur vie. Ne pensez-vous pas que votre cas est exceptionnel? Je m'explique. Nous connaissons des grands écrivains qui, ayant connu la guerre, ont développé le cynisme et l'habitude. Céline me vient à l'esprit, par exemple. Oui, euh, c'est vrai. Peut-être que Céline était vraiment un méchant homme. Peut-être que la sauvagerie des hommes ne le gênait pas. Peut-être qu'elle confirmait ses hypothèses originaires et fondamentales sur la condition humaine, je ne sais pas. Moi, je ne m'habitue pas à la sauvagerie. Et je Et par voudrais... ailleurs, ça c'est le cas Céline, vous avez d'autres écrivains qui ont une esthétique de la guerre. Je pense à quelqu'un comme Malaparte, qui pense que la guerre a une beauté et qu'elle embellit, enfin qu'elle grandit les hommes. Je ne crois pas cela non plus. Donc, d'aucune manière, je ne peux me sentir proche de ces sentiments-là. Il y a une phrase que je voudrais vous lire parce que je crois que c'est le contraire de ce que vous sentez. C'est une phrase de César González Ruano, un grand écrivain espagnol. Il écrivait: Pendant l'occupation allemande de la Belgique et de l'Hollande, j'étais témoin de véritables massacres humains. Tout cela m'a laissé insensible. En revanche, il m'a été relativement facile d'écrire une bonne chronique sur une horloge à Amsterdam qui, accrochée à un bâtiment en ruine, faisait encore tic-tac, tic-tac. Je pensais dans cette phrase quand j'ai vu le film, parce que c'est le contraire de l'esprit de le film. Je ne comprends même pas cette phrase. Et si je la comprends, je ne comprends pas comment on peut écrire cela. Je vous le dis franchement. Je ne sais pas qui c'est sûrement un grand écrivain. Il est vivant, c'est un écrivain contemporain. Non, non, C'est non. un écrivain. Non, 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 il est mort. Il était à Paris dans l'occupation et il est mort en 1985, plus ou moins. Oui, Cette phrase m'est très mystérieuse. oui, 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 Je ne oui, peux pas vous dire autre chose. oui, 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 oui. Et il y a une chose, je crois qu'il était très important dans le film. Et vous dites à la fin, je suis un écrivain, pas un journaliste. Et cette différence est substantielle lorsque vous voyagez pour la guerre, car dans de nombreux cas, votre souci n'est pas de raconter ce que vous voyez, mais de soutenir une cause. Oui. Et c'est d'intervenir dans ce que je vois. D'intervenir dans ce que je vois. C'est-à-dire mon souci, c'est de changer les choses. C'est que le reportage que je vais écrire ait une influence minuscule, même si elle est seulement minuscule, sur le cours de l'histoire. Donc, je n'ai pas l'idéologie de l'objectivité. L'idéologie d'objectivité qui est la même
que l'idéologie de l'observation scientifique, et qui consiste à dire que l'observateur ne doit surtout pas interférer avec le lieu de son expérience. Son œil doit être neutre. C'est ça que dit l'idéologie scientifique. C'est ce que dit l'idéologie journalistique. C'est le contraire de ce que je pense. Moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas être neutre, qu'il faut intervenir et je me sens justifié. J'ai l'impression d'avoir fait mon travail lorsque, après mon passage, quelque chose s'ensuit. Alguna cosa sigue. Vous êtes, en certaine manière, l'idéalisme de Malraux, par exemple. En tout cas, ce que j'admire chez Malraux, c'est ça. Et ce que j'admire chez les écrivains du XXe siècle, c'est cette capacité à, à, à agir et en même temps à écrire. Cette capacité à jouer leur vie sur les deux registres, de l'écriture et de l'action. Je respecte cela infiniment. Autrefois, quand je faisais des reportages à Sarajevo pendant la guerre de Bosnie, quand je tournais un film à Sarajevo, c'était pas pour faire une belle description. C'était pas pour le plaisir de faire un beau texte. C'était avec l'objectif de contribuer à arrêter le siège. Quand je vais filmer les gens de Boko Haram, les Fulani du Nigeria, où cette femme, Joumaï Victor, c'est dans l'idée d'amener ces évêques chrétiens à la Maison Blanche, comme je l'ai fait à l'époque, ou au Vatican, comme j'aimerais aujourd'hui le faire. Voilà. Pour moi, l'action est indissociable du reportage. Et depuis Paris au Madrid, il est plus facile de soutenir une cause que depuis les francs. Parce que lorsque vous voyagez là-bas, j'imagine, vous apprenez aussi à connaître le terreur appliqué pour cette cause que vous croyez bonne et juste. Vous connaissez les mauvaises choses de les causes que vous soutenez aussi. Vous voulez dire quoi? La part d'ombre, la parte de sombra, la part noire, Oui. la parte... Parce qu'en Niger, Naturellement, il y a la sombra, le part noir était. bien sûr. Bien Oui. sûr qu'il y a les femmes et les hommes qui mènent une guerre juste peuvent commettre il leur arrive de commettre des crimes. Il leur arrive, ils ne sont pas tous des grands hommes, très loin de là. Ce sont des hommes ordinaires avec des passions ordinaires, c'est vrai. Donc ça, j'en suis le témoin. Mais cela ne change rien au jugement politique que je peux porter sur une cause. Une cause, si elle est juste, elle reste juste, même quand les acteurs ne sont pas aussi grands que la cause. Ça, c'est l'histoire de la condition humaine. Parfois, une grande cause grandit les hommes à sa hauteur. Cela évidemment, arrive. Mais même quand ce n'est pas le cas, tant pis. Et en tout cas, j'essaie de lutter en moi contre la part romantique qui voudrait qui rend trop exigeant, qui pourrait me rendre trop exigeant à l'endroit d'un peuple, d'une communauté que je soutiens. Voilà. Les chrétiens du Nigeria dont je viens de vous parler, les Kurdes du Rojava, je ne suis pas... si j'étais kurde au Rojava, il y a des choses qui, dans l'idéologie des Kurdes du PYD, ne me conviendraient pas, mais ce n'est pas la question pour moi aujourd'hui.
aujourd'hui, précisément, vous êtes 73 años, vous semblez beaucoup plus jeune, mais quand vous avez fait votre première guerre, nous disons avant, vous n'aviez que 20 ans. Et avec les reculs, regrettez-vous certaines des causes que vous avez soutenues? Non, non, Aucune. non, Hmm. aucune. Non, non, si c'était le cas, je le dirais, parce que je pense que c'est l'honneur d'un intellectuel de dire Hmm. ses regrets ou ses erreurs, mais dans mon cas, non. Il n'y a pas de, je ne vois pas un épisode de ma biographie que je doive regretter. Non, honnêtement pas. Mhm. Et ce jeune homme a dormi avec une photo de Lénine dans certains des pays qu'il a visités. C'est dans le film, les photos. Mais plus tard, ce jeune homme, il a écrit la barbarie à visage humain. Mais s'il y a un changement de pensamiento, un cambio de pensamiento, une évolution. Oui, mais lorsque j'étais marxiste-léniniste, je n'écrivais pas de livres, je n'écrivais pas je ne parlais pas sur la place publique, donc par chance, je n'ai pas commis d'erreur. Je n'ai jamais écrit, je crois, enfin j'en suis même sûr, un éloge de Lénine. Euh, et déjà dans mon premier livre, Les Indes rouges, je commençais à sortir du marxisme-léninisme. Donc non, non, je crois que peut-être par chance, mais enfin, même dans ma jeunesse, je ne me suis pas compromis avec une idéologie totalitaire. Même si, en effet, entre 18 et 22-23 ans, j'ai été au bord. Au bord, j'ai été marxiste. Et aujourd'hui, cette barbarie à visage humain se retrouve par exemple chez les djihadistes. Chez Et le, chez chez qui? les djihadistes, les islamistes. Oui, 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 oui. Et au Nigeria, à la fin, vous avez rencontré certains d'entre eux en prison. Et que vous ont-ils dit? Et avez-vous réussi à comprendre les mécanismes pour lesquels ils ont rejoint Daesh? C'est par exemple aussi le chemin de ce livre de Daniel Pearl. Hmm. Exact, oui. Je les ai rencontrés en prison plutôt au Rojava, hein, au Kurdistan syrien. C'est là où, dans le film, on me voit dans une cellule Hmm. avec des djihadistes français. Oui, je vois à peu près l'idéologie, le cheminement, le mélange de voyoucratie, de volonté de pureté, de, de haine de l'Occident, de peur des femmes et du sexe, de, je vois bien, tout ça, c'est, si vous voulez, ce sont les mêmes composants dans le djihadisme que dans les précédentes tentations totalitaires, mais organisées autrement. Mais tous les ingrédients sont là, les mêmes. Hmm. Mais c'est comme des atomes qui seraient rangés dans un ordre différent et qui formeraient la molécule Hmm. de l'hitlérisme, du stalinisme ou du djihadisme. Mais les ingrédients sont grosso modo les mêmes. Ensuite, vous avez parlé aussi aux enfants des islamistes qui ont été internés dans un centre après l'emprisonnement de leurs parents. Et vous leur avez dit, vous êtes les maîtres, vos parents. C'est très intéressant ça. Vous devez les transformer en nombre libre. C'est la phrase. Et c'est un Enfin, moment. Hmm. vous devez puisqu'on parle, comme vous savez, de la déradicalisation des islamistes. Donc, je dis à ces enfants qu'ils peuvent être les agents de cette déradicalisation. Et que ce jour-là, eux, les enfants, seront des hommes libres. C'est le chemin de la liberté, comme disait Sartre. Le chemin de la liberté pour un enfant de 10 ou 12 ans ou 13 ans, c'est non seulement d'échapper à l'emprise
d'un père fasciste ou d'une mère fasciste, mais c'est en plus de l'aider, cette mère ou ce père, à conjurer ce cercle, à sortir du cercle terrible et infernal dans lequel il est. Donc ce jour-là, il y aura un homme libre, c'est cet enfant, et il y aura parfois, peut-être, un deuxième homme libre qui sera le parent islamiste qui ira au bout, qui comprendra son erreur et qui ira au bout de son erreur. C'est très difficile. Et il faut évidemment, quand on dit cela, se prémunir contre la naïveté, savoir qu'on a face à nous des hommes qui trichent, qui mentent, qui feignent, qui font semblant. Mais voilà, c'est ça que je dis dans cette scène. En tout cas, l'enfant sera un homme libre le jour où il aura réussi à devenir le professeur de ses parents et à retourner leur enseignement et à leur enseigner à son tour. Une curiosité, vous avez également rencontré un régiment de femmes et soldats. Et en quoi leur féminisme diffère-t-il de celui des partis politiques européens, français ou espagnols? Ils diffèrent. Elles prennent d'abord des risques beaucoup plus considérables. La guerre contre le machisme, elle ne la livre pas sur les réseaux sociaux, elle la livre sur les champs de bataille. Leur arme, c'est pas ça n'est pas l'idéologie, c'est la pratique des armes. Donc c'est très, très différent, très différent. Et le prix qu'elles payent est évidemment bien plus élevé, puisqu'elles en meurent. Elles meurent, elles sont mutilées, elles sortent de ces guerres dévastées. En regardant les films, je pensais, les territoires en guerre sont toujours les mêmes. En fait, vous avez voyagé dans des endroits où vous étiez il y a 30 ou 40 ans. Le Nigeria ou la Somalie sont-ils condamnés à la guerre? Est-ce qu'il y a des territoires condamnés à la guerre? Vous êtes en train de changer les cures de les choses, vous m'avez dit. Mais est-ce qu'il y a des territoires condamnés? C'est une bonne question. Et c'est une question terrible, je dois dire, Oui. et à laquelle je n'ai pas réfléchi. Mais c'est vrai que quand on voit la Mogadiscio, quand on voit quand on voit certaines parties du Bangladesh, on peut se poser cette question qui est atroce, qui est une question terrible. Je ne pense pas, non, qu'il y a des endroits condamnés à la guerre, mais il y a des endroits où on a l'impression que tous les nuages, au-dessus desquels tous les nuages du malheur semblent s'être accumulés. Ça oui, ça oui. Mais cette idée me terrifie. Le film est une manière très brutale de nous répéter ce qu'au fond nous savons déjà. L'Europe est une île de paix, un paradis rare. La guerre est la norme dans le monde. Oui. Et ce que j'essaie de dire dans ce film et qu'on est en train de redécouvrir depuis en Ukraine, c'est que malgré cela, l'Europe doit considérer l'hypothèse de la guerre. Redoutable est la tentation de penser que la guerre serait définitivement éloignée de nous, qu'elle serait comme un fantôme qu'on aurait effacé de nos horizons. Elle est là. Et la pire des manières d'être victime de la guerre, c'est de l'effacer de nos esprits. Elle doit être présente. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'Ukraine. On est en train de prendre au sérieux l'hypothèse de la guerre. On est en train de rompre avec cet enchantement qui consistait à penser qu'on était entré dans l'ère
de la paix perpétuelle kantienne. Mhm, mhm. Il est étonnant de voir comment l'Ukraine a éveillé nos consciences. Euh, est-ce parce que ceux qui tuent et meurent sont plus proches et d'une race plus semblable ou il y a des autres raisons? Parce que l'Ukraine, c'est plus impactant pour nous, trop dur pour nous que le Nigeria, le Somalie et tout ça. C'est pour la race, c'est pour que simplement il est plus proche ou est-ce qu'il y a des autres raisons? D'abord, il y a quelque chose de choquant là, parce que vous avez raison. Vous avez raison. Et j'ai reçu tout à l'heure d'ailleurs des nouvelles du Nigeria qui m'ont atterré, un massacre qui s'est produit avant-hier. Et, et j'étais bouleversé à l'idée en voyant que ce massacre n'avait pas mérité une ligne dans un journal, ni en Espagne, ni en France. Euh, Après, il est vrai aussi il y a des guerres dont on sent bien qu'elles qu'elles menacent le genre humain, qu'elles Mm, menacent la planète. Et c'est le cas de la guerre en Ukraine. mm, Chacun sent que ça n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine et la Russie, que c'est une guerre de proportion mondiale. Alors, toute guerre est plus ou moins mondiale quand même. Mais celle-ci, cette guerre que j'ai couverte d'ailleurs dans le film, déjà en 2020, puisque j'étais déjà au Donbass, elle est plus mondiale que toutes les autres. On sent bien comment nous sommes à un pas d'une conflagration totale. mm, On le sent, on le mm, voit. mm, C'est ça qui fait aussi que, que cet intérêt est décuplé. C'est qu'on voit bien que là, on a affaire à un responsable, Vladimir Poutine, qui peut mettre le feu au monde mm, et mm, qui le dit. Et qui le mm. dit. Vous avez été l'une des orateurs qui ont célébré la révolution de Maïdan et qui a fait tomber le gouvernement pro-russe de Kiev. Saviez-vous, imaginez-vous que cette guerre allait arriver? Oui, Parce que c'est que vous savez, oui, connaissez dans ces moments. oui, oui, oui. Oui, d'ailleurs, dans le premier discours que j'ai prononcé sur le Maïdan, en 2014, en février 2014, je crois, fin février 2014, je dis aux 200 000 Ukrainiens qui sont rassemblés sur la place du Maïdan, à qui je m'adresse, je leur dis, je vais vous quitter le cœur serré, le cœur lourd, le corazón pesado, porque yo sé que el peor es posible, mañana. Pas, pas dans un an ou dans 8 ans, mais mañana. Donc cette guerre-là, je la sens possible, je la sens planer sur nos têtes depuis 2014. Et je l'annonce, j'ai écrit des articles chez vous, à l'aide espagnole, je l'ai dit aux responsables politiques qu'il m'est arrivé de rencontrer, dans mon pays, dans d'autres pays. Ça fait 8 ans que je sens qu'elle plane au-dessus de nos têtes et que Poutine la prépare. Hmm. Mhm. Et vous avez mis Zelensky en contact avec Macron. Et le président français ne souhaite pas l'adhésion express de l'Ukraine à l'Europe. Pourquoi? Vous connaissez bien Macron. Parce qu'il est trop pessimiste. Je ne dis pas qu'il. Je suis pas sûr, je ne dirais pas qu'il ne la souhaite pas. Je dirais il croit, il la croit impossible dans des délais brefs. Là-dessus, il se trompe. Est possible ce que lui et quelques autres voudront. S'ils le veulent, c'est possible. Hmm. Mhm. Et vous parlez beaucoup avec Macron. Et qu'est-ce qu'il vous avait dit avec Poutine? Parce que Macron, il a été l'unique président de l'Europe qui a parlé avec Poutine jusqu'à fin, jusqu'à la guerre était inévitable. Qu'est-ce que vous avez dit, Macron? Il ne m'a rien dit là-dessus.
Et s'il m'avait dit quelque chose, je ne vous le dirais pas. Je comprends ça. Mais je dois ver le sujet comme journaliste. Mais je comprends ça. Et l'autre jour, à Madrid, j'ai interviewé Michel Houellebecq, que vous connaissez bien. Vous avez écrit ensemble un livre magnifique. Et Michel, il m'a dit, Macron ne pourra plus se présenter aux élections. Les chaos s'en suivra. Êtes-vous d'accord? Le chaos arrivera la France quand Macron, dans les prochaines élections, il ne peut pas se présenter? Dans 5 ans. Oui, Dans dans 5 5 ans. ans. Oui. Oui, 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 dans 5 ans. Le monde est au bord du chaos depuis que je suis en âge de l'observer et depuis que nos pères et nos grands-pères et nos arrière-grands-pères sont en âge de l'observer. Le chaos, c'est une possibilité de l'humanité et des sociétés, et même des sociétés démocratiques, à tout instant. Voilà. Donc, le chaos est là. Il sera là dans 1 an, il sera là dans 2 ans, il sera là dans 5 ans. Et puis, il y a des forces qui permettent d'éviter le chaos. On verra. Mais ce n'est pas particulièrement le retrait de Macron du jeu politique. Le chaos aujourd'hui, c'est Poutine. Le chaos aujourd'hui, c'est Erdogan. Le chaos aujourd'hui, c'est ce qu'à Dieu ne plaise, un commando d'assassins islamistes qui débarque dans une capitale européenne et qui recommence les attentats de novembre 2015. C'est ça le chaos. Mais quelles sont, selon vous, les idées qui apportent les chaos à l'Europe? Vous m'avez dit les personnes, Erdogan, et, je sais pas, les Daesh, mais quelles sont les idées? C'est déjà l'absence d'idées. Ce n'est pas les idées, c'est quand il n'y a plus d'idées que les chances du chaos augmentent. C'est quand il n'y a plus d'idées. Quand il n'y a plus d'idées du tout, là, la place revient au chaos. Tant qu'il y a des idées, des vraies idées, des idées fortes, articulées, qui s'affrontent, qui entrent dans soit des querelles, soit des rapports dialectiques complexes, le chaos est évité. Le chaos advient quand il n'y a plus d'idées. Lorsque je l'ai interviewé lors de sa dernière visite en Espagne, à Casa de Pedro Jota, et quand nous faisons cette interview, il semblait que le populisme de gauche allait avoir plus de pouvoir à l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est le populisme de droite, le national-populisme qui peut arriver au pouvoir. Et elle a failli le faire en France et tu as une chance de le faire en Espagne. En France, ce n'est pas fini non plus. On a des élections législatives dimanche. Oui, c'est vrai ça. Et avec un deuxième tour ensuite, et c'est le populisme de gauche qui menace. C'est le parti de Mélenchon. Non, oui. Les deux restent des possibilités. En France, par exemple, les deux extrêmes restent très puissants. Et Macron est une espèce de miracle de civilisation et de mesure entre ces deux extrêmes. C'est pourquoi il faut le soutenir, d'ailleurs, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui. C'est dommage parce que le miracle Macron, c'est pas possible en Espagne, le miracle Macron. Aujourd'hui, en Espagne, vous savez, l'une des grands partis gouverne avec une extrême. Les socialistes, c'est cadavre à la renverse que vous disiez à la France. Et ici, ils sont en train de gouverner avec le populisme de gauche, mais l'alternative, c'est totalement mauvais parce que c'est la droite classique avec le populisme de droite. De Vox. Oui, Vox. Il n'est pas possible aujourd'hui un miracle comme Macron ici en Espagne. Il faudrait une femme ou un homme qui sache casser les deux alliances dont vous parlez et qui sache rassembler sur son nom les forces
démocrate, progressiste et raisonnable des deux camps. Il faudrait ça. C'est ce qu'a fait Macron il y a 5 ans. Oui, 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 oui. Et dernière question. À la fin des années 1970, et lors de sa première visite en Espagne, il y a eu des mots très durs pour Santiago Carrillo, et si durs qu'ils ont été retirés des archives de la télévision espagnole. Et votre livre contre le communisme a été un best-seller. Avez-vous l'intention d'écrire quelque chose de similaire contre le populisme nationaliste dans le style de Vox et Le Pen? C'est ce qu'on part de la barbarie à visage humain? Je l'ai écrit souvent, je le réécrirai encore, je ferai peut-être un livre, on verra. Mais la différence, c'est que contre le populisme de droite dont vous parlez, il y a du monde. On est nombreux à l'attaquer, à attaquer Vox ou à attaquer Le Pen. Il y a beaucoup de monde. À l'époque, quand Cambio 16 a titré Lévi El que puso cao a Carrillo, pas beaucoup de monde osait. Pas beaucoup de monde osait. C'était rare. C'était rare. Mais je ne peux pas revoir les images parce qu'ils sont disparus. Ah bon? Oui, 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 ils sont éliminés de l'archive de la télévision espagnole. Et, bon, c'est un mystère. Donc, C'est donc un vous ne mystère. les avez jamais vus? Oui, ouais, non, je n'ai jamais vu pas. Pas possible Ça, ça. c'est, J'ai ça, lu, c'est j'ai lu dans la presse de quelle époque, j'ai lu que Tierno Galván, le maire de Madrid, il est impressionné avec vous quand vous étiez là, un philosophe trop jeune qui est arrivé à l'Espagne et il a dit Carrillo, c'est que l'autre philosophe espagnol ou l'autre politique espagnol no se atrevieron a decirle. il faut lancer un appel public. Ces archives doivent être découvertes Oui, et il faut lutter contre la censure rétrospective. Il faut les retrouver. oui, oui, oui. Il On faut va les dire ça. retrouver. On va dire ça.